Bonjour tout le monde, bonjour Leïla. Bonjour. Ouzi. Merci d'être là à cette première rencontre de la 19e session du Festival du cinéma d'Afrique du Pays d'Abt. Donc, pour discuter du film de Leïla Bouzid que nous avons vu hier soir et dont on a déjà quand même pas mal parlé après la projection. La tradition veut qu'on aille un peu plus loin ce matin. On ne va pas répéter ce que nous avons dit hier, mais on va essayer quand même d'amener peut-être plus d'éléments pour l'émission étant enregistrée aussi, pour aller davantage en profondeur, le film étant stratifié et je crois requiert beaucoup de questions. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va peut-être aussi rappeler au public un peu ta trajectoire. Je crois que c'est important aussi pour comprendre le film, mais pas seulement. Tu me corriges? Oui, bien sûr. Donc, tu as fait tes études primaires et secondaires à Tunis. Ensuite, tu t'es inscrite à la Sorbonne en section lettres modernes, où tu as suivi des études de littérature donc moderne. Après quoi, tu as fait la FEMIS. Voilà, donc tu as eu ce parcours. Tu étais déjà, on le voit dans ton premier long métrage, je crois, impliqué d'une certaine manière dans la vie cinématographique, notamment dans la Fédération tunisienne de cinéastes amateurs. Et je pense que même à ce moment-là, tu avais fait un film avec Walid Mata, non? Oui, j'étais à la FTCA Club Tunis, qui a été le fameux Club Tunis à une époque où il y a eu beaucoup de personnes qui sont passées par là. Et alors, j'ai rencontré Walid Matar là, on est devenus très amis, et on a fait un court-métrage qui s'appelle Sbeh El Khir, qu'on a co-réalisé. Et ce court-métrage, on ne l'a pas fait dans le cadre de la FTCA, c'était 10 cours, 10 regards, qui était une initiative, et on avait postulé avec une adaptation du poème de Prévert, Déjeuner du matin. Donc c'était le cours, je l'ai fait, du coup, j'avais pile 20 ans avec Walid, et c'était ma toute première expérience de réalisation. Mais vous étiez connus à la FTCA, oui, au Club Tunis. Oui, je pense que c'est important aussi de rappeler cette filiation. Parce que tous les cinéastes tunisiens ne viennent pas de la FTCA. Et ensuite, tu as fait des courts-métrages, Soubresaut. Oui, le Soubresaut, c'était le film de fin d'études. J'ai fait des courts-métrages dans le cadre de ma scolarité à la FEMIS, qui étaient plutôt des exercices. Et à partir de la 3e année, des courts-métrages qui étaient des exercices qui pouvaient un peu plus vivre. Donc j'ai fait un court-métrage qui s'appelle Un ange passe, où il y avait énormément de contraintes. Ensuite, j'ai fait le film de fin d'études, donc Soubresaut, qui était tourné à Tunis. Et à la sortie de l'école, j'ai fait un court-métrage qui s'appelle Zakaria, qui a été tourné dans le sud de la France, pas très loin d'ici. Et voilà, donc on pourrait dire qu'il y a eu le film de fin d'études et Zakaria, qui sont les deux un peu courts-métrages vraiment, entre guillemets, plus professionnels. Et voilà, et ensuite le premier long métrage. C'est étonnant parce que le rapport des deux courts métrages est le même que celui qui existe entre les deux longs métrages. Le premier court métrage, tu l'as tourné en Tunisie. Le deuxième, tu l'as tourné entièrement en France. Et pour les longs métrages, c'est pareil. C'est-à-dire le premier long métrage, tu l'as tourné en Tunisie, l'histoire se déroule en Tunisie. Et le deuxième, il se déroule en France. C'est juste, oui, il y a vraiment une filiation pour moi entre chacun le premier court, le premier long, le deuxième court, le deuxième long, c'est vrai. Et il se trouve que dans le deuxième court-métrage, comme dans le deuxième long-métrage, bien que cela se déroule en France, c'est toujours en rapport avec la France et l'identité. Le bled, quoi. Oui, le bled qui n'est pas le bled. Comme le personnage n'est pas quand on le dit. Exactement. C'est vrai qu'il y a des énormes liens entre les deux films par rapport à la manière dont est perçu un personnage dit arabe ou maghrébin en France. Enfin, disons. Je ne sais pas si on peut résumer comme ça, mais en tout cas, ça, c'est quelque chose qu'il y a dans les deux films.
Bon, c'est un peu, enfin, je pense que je défonce des portes ouvertes, hein, c'est un peu normal parce que c'est assez fréquent. Mais je me dis que, et là nous entrons dans le film, hein, je me dis que, y compris par rapport à l'histoire même de ce film-là, dont on parlera de la jeunesse, si tu veux bien, je me dis que, c'est-à-dire l'arrivée ici, ton arrivée, mais plus généralement l'arrivée d'un jeune maghrébin en France, pour dire les choses simplement, ne le coupe pas du pays, c'est-à-dire que ce qu'il va chercher ici, en tout cas à régler, c'est toujours quelque chose qui aurait à voir avec son pays d'origine. Et ce qui est curieux et très paradoxal dans le film, tu vas nous expliquer les raisons pour lesquelles c'est ainsi. Ce qui est paradoxal, c'est que cette jeune fille qui dit clairement, et on la croit, je crois qu'elle ne dit pas autre chose que ce qu'elle pense, en gros hein, on va après discuter de cela, parce que j'en doute un peu. Et elle dit, moi je viens m'amuser, je viens découvrir, je viens m'épanouir, je viens, etc. Sauf qu'on ne la voit pas aller vers autre chose que ce qu'elle est ou d'où elle vient. Ce qui l'attire, c'est précisément quelque chose qui non seulement lui rappelle le pays, mais lui rappelle quelque chose du pays qui est plutôt un peu figé, un peu crispé. Je trouve ça assez paradoxal que... Enfin, paradoxal, c'est un peu normal, enfin, je veux dire, mais explique-le, puisque telle est l'histoire. Cette fille, elle vient, elle est moderne, elle dit, moi, je viens ici pour m'amuser, etc., je vais découvrir Paris, etc., donc elle est à la recherche d'une altérité au sens habituel du terme, c'est-à-dire autre chose que ce qu'elle est, ce qu'elle vit, sauf que la personne qui l'intéresse, dès le départ, mais d'emblée, je veux dire, et même trop vite, j'allais dire entre guillemets, même si c'est justifié, c'est précisément un garçon qui a ses couleurs à elle, enfin, qui aurait pu être son cousin ou son voisin. Oui, ou un amour de jeunesse. Ou un amour de jeunesse. Oui, alors c'est vrai, elle arrive, elle dit, voilà, je vais profiter de Paris, etc. Et elle dit aussi un peu plus tard dans le film qu'elle est, ou je crois que c'est le père de Ahmed qui lui dit ça, elle vient pour mieux revenir. Elle veut faire des études de journalisme pour revenir en Tunisie. Donc, elle est quand même habitée par sa Tunisie. Et c'est vrai que cette attraction pour Ahmed d'emblée, je crois qu'elle est assez fréquente, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'étudiants tunisiens qui arrivent dans une envie de vivre Paris ou de vivre l'aventure de la vie estudiantine française et qui, en tout cas dans un premier temps, et souvent ça dure longtemps, ils fréquentent beaucoup des Tunisiens. D'ailleurs, elle le dit à un moment au film, je vois que des Tunisiens, ils vont vivre cette liberté-là qui cherchent avec des Tunisiens, souvent de Tunisie. Et en fait, ce qui est plus rare, c'est qu'une Tunisienne de Tunisie qui vient étudiante rencontre un jeune homme qui est français d'origine maghrébine, dit de banlieue. Cette rencontre-là, elle est extrêmement rare et peut-être qu'elle est l'espèce de tour de force le plus fort du scénario, c'est-à-dire que ce sont deux communautés qui ne se rencontrent que très peu, qui peuvent se rencontrer à la fac, mais qui se fréquentent très peu. Et le film fait le pari de les faire se fréquenter et justement de partir sur, même si moi je l'aurais abordé dans l'autre sens, c'est-à-dire que Ahmed se serait dit que Farah c'est la même que lui, puisqu'elle vient du bled d'après lui, sauf qu'en fait elle est très très différente. Et du coup, l'un et l'autre pensent être le même, mais ça change. Enfin, pour moi, Ahmed pense que Farah elle est la même, mais Farah voit en lui, en effet, comme elle le dit à un moment, tu es fermé, etc. Mais pour moi, elle perçoit aussi en lui un potentiel. Peut-être qu'il la surprend. Pourquoi il est à la fac de lettres? Déjà, à la fac de lettres, il y a très très peu de garçons. Que fait ce garçon-là? Il a une forme de mystère, il est assez beau, il est sensuel. J'ai fait aussi le pari de me dire qu'elle est attirée par lui pour son mystère. Des choses qu'on a souvent dans l'autre sens. C'est-à-dire, les hommes vont souvent être attirés dans des films par le mystère d'une jeune femme qui échappe, qu'on n'arrive pas à attraper, etc. Et elle, c'est l'inverse. Elle pose son regard sur lui. Je pense qu'elle sent son regard à lui sur elle. Et elle s'en amuse. Et puis en même temps, assez vite, elle lui dit « Bon, toi, t'es français. En gros, Paris, c'est ta ville. Tu vas me faire découvrir. » Mais c'est sûr qu'elle a une facilité. Elle va vers une forme de facilité.
Elle ne va pas vers un... Parce que moi, je vois ça autrement que le dit le film. Enfin, oui, je pense que le film ne dit pas forcément ce qu'il recèle, hein, ce qui est bien. Mais je ne dis pas que c'est une forme de névrose, mais j'ai l'impression, je peux te dire pourquoi, il y a des moments où elle le dit dans le film, qu'en fait, si elle va vers ce garçon-là, précisément, parce qu'il la trouble, pas forcément au sens amoureux du terme, quand on est troublé, enfin, souvent ça se passe comme ça, mais il la trouble parce que précisément il lui rappelle quelque chose qu'elle pourrait porter en elle, un nœud qui est en elle. C'est-à-dire cette crispation dans laquelle il est, vraiment l'intéresse beaucoup. C'est pas quelque chose de... C'est pas forcément un obstacle, je veux dire. Oui. C'est pas seulement un obstacle comme on peut le considérer dans un scénario qu'il va falloir dépasser pour arriver à la fin à laquelle ils arrivent. Oui. C'est, me semble-t-il, et c'est pour ça que je parlais d'une altérité un peu étrange, un peu névrotique, comme nous la vivons un peu tous, plus ou moins, de ce côté-là. C'est-à-dire qu'il lui rappelle peut-être quelque chose qu'elle n'a pas dépassé. D'ailleurs, elle-même, à un moment donné, elle lui dit « Qu'est-ce que tu crois ? Tu crois que je suis une fille, etc. » Mais moi, je n'ai pas connu de relation, je n'ai eu qu'une seule relation. Et quand comment il s'appelle ce garçon qui l'embrasse comme ça, on la voit. Oui, Damien. Enfin, je ne sais pas si on sait son prénom dans le film. Si, oui, il dit Damien. Si. Et quand ce Damien, qu'il voit lui à travers, évidemment, il y a un dispositif à travers la porte ou la porte-fenêtre, et qu'il l'embrasse, elle adhère pas tout à fait, quoi. C'est quelque chose de, je ne sais pas, trop fort ou pas assez, etc. Et donc je me dis que, en fait, le lien qu'elle a avec ce garçon est plus compliqué qu'on ne peut croire. On n'a pas d'un côté une fille libérée, etc., puis d'un autre côté un garçon, on va y arriver après, juste fermé et crispé, parce que lui non plus n'est pas forcément ce qu'il montre, il est aussi à l'intérieur autre chose. Non ? Oui, je suis tout à fait, j'adhère complètement à ce que tu dis. Je ne suis pas certaine de l'avoir moins analysé d'une manière aussi fine ou réfléchie, mais je pense que pour moi, il y avait quelque chose pour Farah, en effet, de régler ou d'être attiré par des choses qui portent... Ahmed, il porte en lui une problématique qu'elle connaît, qu'elle a vécue, qu'elle a probablement croisée et qu'elle prend en charge comme ça. Et peut-être que là, elle sent une possibilité de la dépasser. Après, le sentiment d'attraction, de désir, d'amour, il est complexe, il n'est pas rationnel, etc. Mais en effet, ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre, en fait, que lui. Et j'adhère, en tout cas, à l'analyse que ce qu'il porte en lui. Parce que ce qui me fait peur, c'est qu'on se dise, ces Tunisiens, ils sont quand même un peu culottés, ils sont très prétentieux, ils pensent, une fille qui arrive comme ça, les cheveux en l'air, etc., et qui veut se taper des mecs, etc., elles ne sont pas comme ça, les filles. Et c'est vrai que la réalité dans le film, enfin la réalité de cette fille-là, quand on regarde bien le film, je veux dire, elle est beaucoup plus complexe. Beaucoup plus complexe. D'ailleurs, même ce côté un peu ostentatoire, elle est quand même un peu... Bon, c'est vrai qu'elle est l'actrice principale, c'est le personnage, je veux dire, principal. Elle occupe beaucoup de place, mais aussi sa manière d'être, de téléphoner quand elle traverse les couloirs de la fac, etc. Elle a un côté un peu... elle est à l'aise, disons. Oui, c'est ça. Très, très à l'aise. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est ça, oui. Tout à fait. Oui, c'est un peu la figure un peu d'une femme... qui est forte, qui est là, qui assume ses désirs, et c'est vrai que c'est la femme aussi. Elle a un truc, le personnage dans le film, quelque chose comme ça de presque métaphorique, de représenter un peu la femme, celle qui peut en tout cas complètement déstabiliser Ahmed, en tout cas. Le personnage tel qu'il est construit, on part comme ça de très loin entre les deux, au départ. Oui. Et du coup, alors ça c'est un premier paradoxe, on reviendra là-dessus. Le deuxième, c'est, moi je pense, je ne sais pas, je n'ai pas discuté beaucoup avec mes amis ou avec le public non plus, tout à l'heure on le fera. Moi je dirais que c'est lui le personnage principal. Non ? Oui, pour moi c'est lui. Hein. Ouais. Oui, ça pour moi c'est... Même je suis assez troublée quand les gens disent c'est elle le personnage principal. Pour moi on est avec lui du début jusqu'à la fin. C'est lui...
Dès le début, voilà, dans la douche, le etc. Le premier plan, il est même d'ailleurs très, très, très important, à mon avis. Ce premier plan, c'est étrange, quoi. Un peu où la caméra, elle avance petit à petit, on a l'impression qu'elle déchiffre, parce que c'est comme s'il y avait un obstacle. Enfin, il y a un obstacle, il y a la vitre et puis c'est et puis on ne sait pas ce qu'il y a derrière, etc. Bon, on n'a pas peur, mais enfin, presque. et puis elle avance, elle avance, elle avance, on entend des bruits, etc. Et en fait, elle s'approche après beaucoup de lui, de son corps, par derrière. Et on se dit, bah oui, c'est lui l'objet de cette exploration du regard, quoi. C'est vers lui qu'on va, et on le saisit d'ailleurs à un moment très très particulier. Je me permets de dire quelque chose sur ce début qui me paraît, moi, extrêmement important. Bon, il prend sa douche, il se nettoie beaucoup, quoi, comme s'il devait se débarrasser de quelque chose. Et puis ensuite, alors il fait ça, ça arrive dans le cinéma, ça, c'est des scènes comme ça de nettoyage. Et ensuite, quand il sort, on ne voit pas son père. La première personne qu'on voit, c'est sa mère. Il quitte sa mère. Bon, moi, je ne veux pas faire de la psychanalyse de bas étage, mais enfin, il quitte la maman, il quitte sa maman, il quitte la matrice, il est même filmé de très près, comme dans un... etc. Et je me dis que là, effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire c'est un garçon qui se détache à la fois de qui va s'extraire déjà de son cocon, en effet, parce qu'ensuite on suit sa trajectoire de là où il habite à l'université. Et donc, c'est un premier détachement. Oui. Et alors, et après, ce qui est encore plus intéressant quand on le voit sortir avec ce plan très très large de cette banlieue, de cette cité, on a l'impression qu'il est dans une forêt, enfin c'est comme un ghetto, il doit traverser d'ailleurs déjà un espace, et comme s'il sortait d'un lieu fermé, enfin ce qui est vrai, mais c'est filmé comme ça en tout cas. Et quand il arrive à l'université, c'est comme s'il était à la douane. Il entre à l'université comme qu'un étranger qui arrive dans un autre pays. Quand il montre sa carte, bon, c'est vrai aussi, c'est la réalité aussi. Il montre sa carte, mais il a le réflexe de lever les mains comme s'il allait être fouillé. Et en fait, le vigile lui dit non, juste le sac. En fait. Donc, lui aussi, c'est un étranger. C'est pour ça que je dis, cette fille, je pense que lui aussi, c'est un Français, bien sûr, c'est un Français. Mais il est étranger à la France, puisqu'après on le voit, il ne connaît pas Paris. Il est beaucoup plus étranger qu'elle, en fait, à Paris. C'est ça le paradoxe aussi, c'est que lui, il est le Français d'origine algérienne qui a grandi en France, elle est la Tunisienne qui a grandi en Tunisie, qui vient d'arriver, qui se perd, etc. Mais à Paris, dans cette université-là, il est beaucoup plus étranger qu'elle, en fait. C'est ça un des paradoxes. Mais pour revenir au personnage principal, pour moi... depuis le départ, le film, c'est Ahmed, c'est le point de vue de Ahmed qu'on suit, c'est avec lui qu'on est. Il n'y a absolument aucune scène où on est avec Farah toute seule, où on est avec, dans le regard de Farah. Après, bon, c'est vrai que le film, il cumule comme ça plein de... Je ne sais pas si c'est des paradoxes ou des choses... qui sont surprenantes, mais voilà, je le disais, je crois, hier dans le débat, c'est qu'en fait, on est avec Ahmed, mais on ne regarde pas avec lui Farah, on la regarde avec lui, mais on le regarde lui aussi. Oui. Et donc, mais on ça... est avec Ahmed, on le regarde à travers les yeux de Farah. Alors, ou mes yeux à moi. Alors, justement, les yeux à toi et de Farah, on avance. Là, c'est les deux, quoi. Donc, parce que Farah, évidemment, elle est plutôt on va dire, grosso modo, enfin, c'est très simple, plutôt de ton côté, du sujet regardant, on va dire. Plutôt, mais après, c'est avec lui qu'on est, voilà. Mais on est dans son point de vue à lui, quand même. Comme dans le cinéma, quand on suit un méchant, c'est pas qu'on est soi-même méchant, c'est qu'on le regarde, on est près de lui. Mais là, c'est pas le cas, là, il n'est pas méchant. Mais, alors, après... Elle intervient, donc, bon, il sort évidemment chez sa mère pour rencontrer une femme, bon, c'est classique, c'est connu, pour connaître une autre femme, quoi, que sa maman, avec laquelle il peut faire autre chose. Mais intervient autre chose, c'est là où tu te détaches de Farah, c'est la littérature. Parce que pour moi, la littérature, c'est une instance aussi, regardante.
puisque elle-même, quand elle découvre le livre de Cheikh Nefzeoui, elle était étonnée, elle-même. Oui, je veux dire qu'elle-même ne connaît pas. Ça, c'est pas de son fait à elle. Ce qui amène ça, c'est le narrateur, et le cinéaste. Et donc, voilà, là, c'est là où ça se complique. La situation se complique et devient plus intéressante, c'est-à-dire qu'elle le regarde, comme on le disait depuis tout à l'heure, avec ce regard-là d'une fille qui arrive, etc., de Tunisie. Et elle découvre, en même temps que lui, à la faveur de cet élément scénaristique, quoi, cette littérature qu'elle ne connaissait pas. Sauf qu'il y a quand même une différence entre les deux. Dans les réactions. Ouais. Oui, donc lui, tout de suite, dit c'est pas de la littérature. Et on peut, comme c'est un manuel d'érotologie, ça se défend, entre guillemets. Je veux dire, personne n'a tort ni raison, c'est sa réaction, mais en tout cas, il a un rejet très fort, immédiat, et une gêne aussi très forte, parce que elle a beaucoup plus un amusement, quelque chose de ludique. Elle ouvre ce livre qui est très drôle, et d'un coup, elle voit ces appellations de parties sexuelles masculines, ça la fait beaucoup rire. Et donc, tout de suite, ils sont très opposés à ce niveau-là, quoi. Et c'est vrai que le film les fait se rencontrer très, très vite, presque un coup de foudre. Et donc, presque, on se dit, bon, il n'y a pas de problème, puisque le coup de foudre a l'air plutôt réciproque. Et en fait, tout de suite, dans la réaction à ce premier texte, on voit qu'ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde, en tout cas qu'ils ne le vivent pas pareil, et qu'il peut y avoir une problématique à ce niveau-là, quoi. Justement, c'est là où je veux en venir, moi, c'est parce qu'ils sont à la fois différents, mais en même temps, ils sont tous les deux étonnés. Et je me demande que ce qui l'attire en lui, ce qui l'attire elle en lui, c'est pas justement ce qu'elle a ressenti elle comme surprise, mais atténuée, parce qu'elle est ouverte. En fait, et elle veut peut-être aller encore plus loin aller plus loin dans cette surprise, quoi, dépasser ces surprises à travers lui. Enfin, c'est ce que je pense, moi. Je pense que il y a d'ailleurs un plan très fort et très important à l'Institut du monde arabe, j'imagine. C'est la librairie, non, c'est une librairie. Ah oui, voilà. Et dans cette librairie, on voit beaucoup de livres d'ailleurs arabes, Les Mille et une Nuits, on voit beaucoup d'autres ouvrages sur la sexualité en islam, etc. Et quand elle ouvre le... il dit ça, je ne connais pas. Et bon, elle tombe direct. Alors, ça va vite, mais ce n'est pas grave. Et c'est vrai que tout le monde le cite, parce que le Cheikh Nefzeoui, on va en parler après. C'est important, parce qu'on va parler du choix de ces poètes. C'est vrai c'est un livre à la fois de description, mais aussi c'est un livre aussi d'explication de la sexualité, quand il y a des problèmes, comment il faut faire, etc. Et de lexicologie. Enfin, il donne les noms qu'on utilise pour désigner le sexe de la femme ou de l'homme. Il se trouve qu'elle va directement vers le sexe de l'homme. Elle tourne comme ça. En fait, elle ouvre le sommaire. Elle voit ça, elle y va, quoi. Voilà, elle y va. Tout de suite, ça l'amuse. Elle est très amusée. Elle dit, c'est amusant, tiens. Et lui, il est choqué. Alors, et il dit, c'est pas de la littérature. Et là, elle est choquée. Là, elle est beaucoup plus surprise qu'elle ne croyait. À ce moment-là que vraiment s'installe cet écart entre les deux personnages. Oui, il y a un fossé en fait. Il y a un fossé, une distance et une différence de réaction. Et elle voit une résistance en lui qu'elle n'a pas, mais qu'en effet, peut-être elle a l'intuition de ce que ça cache. Peut-être en tout cas, ça l'intéresse, ça l'interpelle. Mais pourquoi elle est si surprise pour toi? Parce que toi, tu dis c'est parce qu'elle est différente de lui. Non, parce que peut-être il y a des contradictions chez lui, c'est-à-dire qu'il est là, qu'il est en fac de lettres, qu'il prend ce cours de littérature comparée et qu'il n'a pas la curiosité de regarder ce texte-là. Il a tout de suite un sentiment de rejet. Et donc elle voit qu'il ne l'a pas lu, qu'il n'a rien vu et tout de suite il assigne quelque chose. Et donc je pense qu'elle sent son regard à lui sur elle et qu'il y a une contradiction entre probablement le regard qu'il pose sur elle, qu'elle ressent, qui est fort,
Et tout de suite, cette réaction sans connaissance, en fait. Oui, c'est ce qu'elle lui dit, d'ailleurs. Elle lui dit, qu'est-ce que tu en sais? Tu l'as lu, toi, le livre? Alors, rappelons quand même, parce que c'est important, et ça, tu me diras pourquoi, on commence par ça, parce qu'il y a d'autres textes. Même il y a quand même la prof avant qui parle de Majnoun. Elle a parlé aussi de Majnoun. Mais elle parle, elle découvre Cheikh Nefseoui, et il se trouve que c'est un Tunisien. Cheikh Nefseoui. Oui. C'est un du XVe siècle. Il a écrit cet ouvrage-là au début du XVe siècle sur la demande du ministre du sultan de l'époque, Hafsid, à l'époque, qui voulait. On raconte beaucoup de choses. On dit qu'il avait des problèmes d'érection. Enfin, il était plus ou moins puissant. En tout cas, peu importe, ça, c'est de l'anecdote. En tout cas, il lui a demandé, et quand il l'a invité, lui, il a eu peur. Il lui a dit non, c'est bien ce que tu as écrit, parce qu'il avait écrit déjà un petit traité. Et ensuite, il lui a dit non, j'aimerais bien que tu en dises davantage, que tu nous en dises un peu davantage. Donc, c'est un Tunisien. Et un Tunisien quand même du XVe siècle. Le XVe siècle, ce n'est pas forcément un siècle de splendeur, de gloire dans l'histoire du monde arabe. Alors que ce soit un Tunisien... Bon, le livre, il est connu, évidemment. C'est l'un des ouvrages de la littérature érotique arabe, l'un des ouvrages les plus connus dans le monde entier. Dans le monde arabe, beaucoup. Il a été traduit aussi au XIXe siècle, comme beaucoup d'autres textes. Est-ce que tu as pensé au fait que c'est un Tunisien Oui, parce que moi-même, je l'ai découvert assez tard, ce récit, ce manuel d'érotologie qui donc a des passages très explicatifs, un peu didactiques, assez ludiques pour certains, parce qu'il y a des recettes, des machins, des méthodologies diverses et variées, mais il y a une très grande liberté de ton, liberté des corps, tout le temps ayant des remerciements à Dieu, à la religion. Ça se revendique aussi d'un fait religieux, etc. Et en même temps, il y a tout le temps aussi des petits contes qui viennent s'annexer. Je pense que c'est peut-être pas la première version, mais après, il y a plein de petites histoires. Donc après, c'est assez difficile de trouver la version intégrale en arabe aujourd'hui et tout, malheureusement. Et donc, quand moi, je l'ai découvert, alors j'arrive pas à me souvenir vraiment quand est-ce que je l'ai découvert, mais je l'ai découvert assez tard. Ça m'a vraiment interpellée parce que j'en ai jamais entendu parler en Tunisie. Je viens quand même d'un milieu où, qui est plutôt axé sur la culture, et j'ai jamais entendu parler de ce livre qui a, comme tu disais, qui est très connu dans le monde arabe, qui a été très important. Et j'ai eu l'impression d'une forme d'amnésie ou de déni de l'importance de ce livre. Et du coup, j'avais envie de le filmer, que Farah l'ait entre les mains, quoi. Et de régler cette surprise que tu as vécue toi-même. Oui, c'est ça, et de le refaire connaître. Et vraiment, je le vois autour de moi. Il y en a qui le connaissent, bien sûr, mais il y en a vraiment qui ne le connaissent pas. Et en plus, en l'ayant lu, justement, ces parties lexicologiques d'appellation, c'est vraiment succulent, quoi. Oui. C'est vraiment drôle parce qu'il y a plein d'appellations, je sais pas quoi, la colombe qui, tu vois, pour la partie génitale masculine, la colombe qui repose sur ses œufs, et puis tu as une explication, donc on appelle la colombe, puis c'est très très imagé, et pour le coup, c'est vraiment drôle et intéressant, quoi. Et il y a une très grande liberté de ton, quelque chose qu'on a du mal même à concevoir aujourd'hui. Surtout que le livre était quelque chose d'assez officiel. C'est pas quelque chose d'officieux, ça venait pas de milieux marginaux, c'était quelque chose d'officiel. Et ça m'a intéressée. Et après, du coup, j'ai découvert qu'il y avait des espèces d'équivalences de manuels d'érotologie un peu partout dans le monde arabe à cette période-là. Donc bon, après, il y a des batailles, qui est le premier, etc. Chacun a ses spécificités, mais qu'il y en avait beaucoup. Il y en a peut-être 4, 5, il y en a en Égypte, etc. Et du coup, ça m'a aussi encore plus saisie dans le fait que c'est pas quelque chose d'anecdotique.
C'est quelque chose qui a existé, qui a circulé, qui existait dans plusieurs pays arabes. Il y a tout un corpus, il y a 4 ou 5 livres, il y a des réponses d'un livre à l'autre, il y a une espèce de celui où il y a écrit ce qui n'est pas dans le livre, qui fait référence. Enfin, en fait, il y a eu toute une circulation, toute une correspondance de livres, tout un corpus. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi ça n'existe pas quoi, aujourd'hui, dans l'imaginaire, chez les Tunisiens pourquoi est-ce que c'est si mis de côté que ça? Donc voilà, et c'est pour ça que du coup, il m'a semblé y avoir une rencontre possible entre des personnages et ce texte. Oui, tout à fait. Le cinéma, il sert à ça aussi. Oui. Oui, montrer ce que l'institution parfois ne montre pas, parce qu'effectivement, dans les écoles, sauf peut-être dans des écoles spécialisées, c'est pas un livre qu'on met au programme. C'est ça, non, du tout, déjà... Mais à part l'Arabie Saoudite et quelques pays du Golfe un peu fermés, enfin, le livre, il est connu, quoi, je veux dire. Il est assez connu, mais c'est le rôle du cinéma, c'est de montrer aussi, pas seulement en France, mais même aussi peut-être même en Tunisie, les gens ne peuvent pas se rendre compte de l'existence de ce genre de littérature. C'est aussi de montrer ça et de dire que ça fait partie de la culture aussi. Oui, c'est ça. Il y a des personnes là qui sont des gens qui aiment beaucoup la littérature, qui lisent énormément, qui ne connaissaient vraiment pas l'existence et qui avaient l'impression presque que je l'avais inventé. Donc j'ai prêté le livre ou je l'ai donné. Les personnes l'ont lu, m'ont dit mais c'est pas possible, ça doit être édulcoré, ça a dû être réécrit au 19e, le texte original peut pas, il peut pas y avoir ça. Je dis mais si, c'est pas... Voilà, et du coup ça donne lieu à des discussions hyper intéressantes et même moi j'ai découvert d'autres choses ensuite, après avoir fait le film, suite à des discussions justement avec des gens qui connaissent beaucoup mieux que moi, parce que moi je n'ai pas du tout prétention à avoir une connaissance académique importante de tout. Parce que c'est là, dans ce lieu-là, dans cette librairie, que vraiment on vous trouve les trois, je veux dire, parce que évidemment le cinéaste se cache, il n'est pas toujours visible, il est derrière un personnage ou l'autre. Mais c'est vraiment là, enfin en tout cas moi c'est mon ressenti, c'est là où on te voit intervenir, quoi, je veux dire, puisque voilà, ils sont tous les deux surpris, bon c'est le hasard, donc il y a le hasard c'est qui l'orchestre, c'est bien, et là tout le film va se jouer sur les 3 instances, c'est-à-dire toi en l'occurrence, la fille qui n'est pas bêtement, on fait simplement ton porte-parole. On ne peut pas l'envisager comme ça du tout, comme on pourrait le croire, puisque même dans la salle hier, je ne sais pas, quelqu'un a dit, oui, ça c'est un peu autobiographique, cette fille serait toi quand tu étais, etc. Évidemment que ce n'est pas le cas. Et lui. Et cette combinaison-là entre toi, avec ton vécu, ton histoire, tes surprises, tes découvertes, etc., cette fille et le garçon, comment tu l'as conçu, cette relation? Juste déjà par rapport à cette scène, si on l'aperçoit comme tu dis, je pense qu'on peut la coller à la scène qui arrive juste après, qui est une scène où lui, il est de dos et il regarde une vidéo pornographique et il se masturbe. Et pour moi, la réaction aussi immédiate de la scène juste après, elle est liée très fortement à cette scène de librairie. Pour moi, elle porte en elle aussi quelque chose dont aussi, voilà, il a un rejet immédiat, puis il y a une réaction qui est aussi aux antipodes. Non, mais moi je parle des 3 instances, parce que là, elle n'est pas là à ce moment-là. Oui, elle est plus là. Il n'y a que toi, tu la portes dans ta poche, elle va sortir après de la poche de la cinéaste. Mais là, là, il y a tous les 3. Non, c'est vrai que c'était une scène assez fondamentale, c'est vrai. C'est une scène qui est arrivée assez tôt dans l'écriture. Je ne sais pas trop comment les choses arrivent, mais je sais que c'était une scène à l'enjeu très important au tournage, à l'écriture, et qui était une scène où justement se jouaient énormément d'éléments et où il y avait une vraie interrogation sur son incarnation, qu'elle puisse être juste et justement pas sentir trop la cinéaste, tu vois. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Non, elle n'est pas trop présente, la cinéaste. Mais moi, je la vois par rapport à d'autres situations. Oui, je sais, mais c'était une scène complexe à faire, à avoir les justesses de réaction,
même l'interrogation de comment la filmer, la mise en place et tout ça. Et c'est vrai qu'il y avait... il y a le premier vrai déploiement de ce qu'est le film. Après, voilà, le film, il a, comme tu disais, je crois, beaucoup de strates. Donc il y a quand même cette première scène de la douche qui est aussi une strate très importante. Mais là, il y a la problématisation du film qui arrive, quoi. C'est vrai que c'est un peu le... Comment faire que cette scène, qui est une scène de librairie où on regarde des livres, devienne la scène qui problématise le film et qui lance un peu l'espèce de dramaturgie assez ténue du film, parce que scénaristiquement, le film, il est très, très ténu, surtout si on compare par rapport au premier, qui a une dramaturgie assez forte en termes de rupture, etc., dramaturgique et d'actes. Là, c'est un film qui est beaucoup plus ténu. Et donc, cette scène devait problématiser, être le premier, comment on dit, rupture dramatique, quoi. Mais sans qu'il y ait en fait rupture. Justement, donc, parce que quand on voit ça, si on part sur ce que le film dit superficiellement, on peut penser qu'elle va le quitter, ce garçon. Il n'est pas intéressant. On peut le penser. C'est impossible narratif, ça. C'est une piste possible dans le film. C'est-à-dire, on peut tout à fait imaginer qu'à ce moment-là, il dit putain, ce garçon, il n'est vraiment pas intéressant. Je passe à la suite. Quoi. Moi, je vais voir autre chose. Quoi. Sauf que, non. C'est ça que je trouve, moi, assez sur quoi j'aimerais bien t'interroger. On a l'impression que c'est précisément cette surprise-là qui vient de sa réaction à lui, inattendue de sa part, qui fait que finalement, il intéresse ce garçon. Oui, après il y a dans la scène, la séquence en entier, il y a quelque chose juste avant, elle lit un texte, elle prend un livre, là on n'est pas dans la littérature arabe, elle lit un texte et lui l'interrompt et finit ce qu'elle lit. C'est sûr, ils n'ont l'air de rien, les mots. Par cœur, oui. Voilà, par cœur. C'est un passage de Voyage au bout de la nuit de Céline. Et ce petit échange qui peut paraître anodin, pour moi, il est très important dans Farah qui voit que Ahmed, il a lu des choses, qu'il connaît, qu'il a lu, qu'il a appris des choses, qu'il a une forme de modestie ou de pudeur par rapport à ça. Et donc, elle perçoit quelque chose en lui, de connaître ce texte-là, donc une érudition, quelque chose, qui ne va pas avec la réaction de dire c'est pas de la littérature. Et donc, c'est pour moi ce chemin, cette lacune, ce paradoxe qui va en fait l'interpeller. C'est ça, c'est deux côtés, deux aspects. D'un côté, il rejette, mais même de l'autre côté, il apprend par cœur. C'est ça. Et Céline, c'est pas non plus un gentil écrivain. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est pas. C'est pas rien, quoi. C'est pas peu de choses. Voilà, c'est pas non plus comment dire, politiquement correct ou lisse ou voilà. Donc pour moi, il y a toujours eu c'est pas musulman. Donc, Céline, oui, voilà. Après, lui, c'est l'étonnement de ce qui vient d'ailleurs, de ce qui est supposé être sa culture, que sont deux choses, que sont Farah déjà, qui vient de Tunisie, et les textes, et donc l'alliance des deux. Et après, je pense quand même que dans ce genre d'histoire et de relations, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le regard qu'il porte sur elle, elle le sent. Et elle sent qu'elle pourrait être rejetée comme la littérature, tu vois, et qui pourrait dire, t'es pas une arabe par exemple, ou tu vois, t'es pas une tunisienne. Et en même temps, elle sent son regard. Et pour moi, il y a une circulation comme ça du désir qui passe par le regard. À nouveau, après, un peu plus tard dans le film, mais un tout petit peu plus tard, quand elle lit les textes de Ibn Arabi, il la regarde. Et tous ces regards très intenses, je pense que Farah les sent. Et c'est fort aussi de sentir ce type de regard. C'est-à-dire qu'elle sent qu'elle suscite un intérêt très fort chez lui. Et ça attire aussi, je pense. Parce que moi, je me dis, on arrivera aux autres écrivains, je me dis aussi, sociologiquement, là, on va passer là, des dimensions sociologiques, je me dis que peut-être, quelque part dans sa tête, elle se dit, pour être bien ici, je veux dire, pour me sentir bien ici, ou pour être plus ou moins acceptée ici,
je ne peux pas ne pas me faire... Si je ne suis pas accepté, moi, tel que je suis, par quelqu'un qui est proche de moi culturellement, comment je pourrais l'être? C'est comme si sociologiquement, quelqu'un qui vient en France, pour s'installer en France, il doit d'abord passer par l'aval, la caution ou la possibilité d'être accepté par les autres qui ne sont pas français et qui sont arabes avant lui. Oui. Moi, d'un point de vue strictement sociologique, je sais, tu ne voulais pas faire un film social, mais tous les films sont toujours de toute façon sociaux, ils sont tous politiques. Mais moi, j'ai compris ça aussi comme ça, c'est-à-dire il fallait passer par lui. Il fallait passer par lui et s'il ne l'accepte pas, elle, par rapport à ce qu'elle pense, ça va lui poser un problème, quoi. Oui, en tout cas, je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, oui, ça devrait être plus facile, en fait. Être avec lui devrait être plus facile. C'est peut-être une forme aussi de facilité. Dire qu'elle arrive, il lui est quand même familier, c'est plus facile, et en fait, ça ne l'est pas. C'est ça. Tu vois. Ouais. Alors, à partir de ce moment-là, donc commence l'essentiel, là, l'essentiel dont tu vas nous parler, c'est bien évidemment, puisque la relation se noue dans une librairie. C'est pas évident, hein, une relation amoureuse. Enfin, je ne sais pas si les relations amoureuses, elles se nouent beaucoup dans les librairies, enfin, ça aurait été dans une salle de cinéma, peut-être. Mais enfin, en tout cas, la relation, c'est là où il y a quelque chose qui commence à se passer. Donc, du coup, la littérature, elle rentre de façon très forte dans le film. Et là, on se dit comment ça va se régler ce problème, parce que c'est un problème littéraire qui se pose là. Tu vois, alors que l'enjeu entre eux, c'est tout autre chose. Je veux dire, ce sont quand même malgré tout deux choses totalement différentes. Ce qu'on lit, ce qu'on ressent, enfin on connaît ça, le rapport qu'on a avec les livres, le rapport qu'on a quand on est un homme avec les femmes, quand on est une femme avec les hommes, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est même pour ça que la littérature existe. Sinon, ça aurait été bête, quoi. Si la littérature ne faisait que mimer les relations. Et là, moi, je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que parfois, j'ai l'impression qu'ils veulent régler un problème littéraire. Oui. Non, alors que la... Si. Oui, alors. Non, mais c'est-à-dire que, bon, en tout cas, le film pose une espèce de problématique, je ne sais pas ce que diraient les spécialistes, mais voilà, d'une veine d'un amour courtisan ou d'un amour rasal, quoi, l'amour comme ça, platonique, courtois. Et puis de l'autre côté, un pan d'une littérature qui a toujours existé, qui est très importante au final, qui prône la jouissance, le plaisir, les ivresses, etc. Et qui sont deux pans qui ne se rejoignent pas du tout, en tout cas qui ne se répondent pas. Et le film propose autre chose là-dessus. C'est-à-dire qu'il met en place ce dilemme, cette chose de l'un ou l'autre, et puis à un moment, Ahmed s'empare de la problématique des poètes amoureux, de la culture arabe. Il s'en empare, il se l'approprie, il l'utilise pour dire des choses à Farah, alors qu'il ne le connaissait pas au départ. Donc, il s'en empare, et puis finalement, elle le mène quand même vers autre chose. Donc, il y a une espèce de proposition... de proposer, enfin de réconcilier, de rejoindre, de faire se rejoindre les deux, c'est-à-dire d'être de pourquoi pas revendiquer cette idée du poète amoureux, transi, qui se sublime, mais consommer la chair quand même. C'est ça. C'est-à-dire, en fait, alors, enfin, c'est ça, la question, c'est ça. Est-ce que la question que je te pose, et que je me pose tout le long du film, moi, est-ce que Leïla Bouzid veut régler par le cinéma, par cette situation, une question littéraire, qui est effectivement très, qui est énorme, hein, concernant la littérature. On ne va pas rentrer dans ces détails-là, dans la littérature amoureuse, parce qu'effectivement, c'est un vrai problème de l'être, quoi. La question de l'amour, dès le départ, même avant l'islam. Même avant l'islam. Et dans le Coran, et après l'islam, etc., tu vois. Et l'érotisme, ils sont en rapport avec l'érotologie, sont en rapport à la sexualité, tous les traités de sexualité par rapport à la religion, parce que tout ça
tout a été écrit dans un cadre religieux, parce qu'il ne faut pas se méprendre, hein, y compris Cheikh Nafzaoui, quand il justifie ce qu'il écrit, il dit au nom de Allah, Mahomet, etc. Donc ça reste toujours dans le cadre comme... Pas forcément dans la littérature chrétienne, c'est autre chose, mais dans l'islam, c'est clair. Donc je me dis, est-ce que Leïla Bouzid a cherché à travers cette situation-là, à travers cette relation entre ce garçon et cette fille, à régler un problème littéraire? Au départ, tu veux dire, du projet ou... Oui, dès le départ, tu vas nous dire. Ou bien, est-ce qu'à partir, au moyen de cette question littéraire, elle a voulu régler un problème qui est tout autre, qui est celui précisément de cette fille, de ce garçon, de ces deux arts, en gros, le blédard et le, je ne sais pas comment ils disent ici, enfin ces deux arabes. Et moi, je voudrais vraiment avoir ton sentiment là-dessus. Comment tu l'as senti, ça? Non, je pense que vraiment je suis partie du personnage de Ahmed. C'est-à-dire que comment faire bouger ce personnage, évoluer ce personnage, comment proposer à ce personnage à la fois d'abord de découvrir tout ça, toute cette culture amoureuse, disons, amoureuse, littéraire, charnelle, sensuelle, d'abord, et ensuite comment se l'approprier, et puis comment la réinventer aujourd'hui dans notre monde contemporain, etc. Donc c'est d'abord les personnages. Je pense que je suis quand même quelqu'un qui est très très proche de ces personnages et qui part un peu de l'histoire des personnages. Ensuite, et c'est peut-être parfois ça qui fait des films, c'est que ce film-là, tout en étant très ténu, se sont agrégés très vite, et je tournais autour du pot de la littérature et des contes dès le début de l'écriture, et je cherchais comment les incarner, et c'était quelque chose qui a trouvé sa place progressivement. C'est agréger toute cette problématique de la littérature que peut-être qui s'est construit au fur et à mesure aussi des recherches que j'ai fait, j'avais des intuitions, c'est-à-dire que très tôt, dès le départ du projet, il y avait Majnoun et des choses de Majnoun qui m'interpellaient beaucoup, et il y avait le jardin parfumé et des choses qui m'interpellaient beaucoup. Et donc, à partir de là, j'ai cherché, j'ai farfouillé, quoi, entre guillemets. Et donc, j'ai, entre guillemets, utilisé ça pour nourrir mon personnage et le faire avancer et incarner sa problématique et sa trajectoire. Et ensuite, s'est posé du coup la question d'incarner la littérature elle-même et de la faire se cristalliser. Et c'est vrai que voilà, ça s'est cristallisé avec Farah et il y a eu cette chose-là. Mais le film ne part pas d'une problématique littéraire. D'abord, ça serait extrêmement ambitieux et je pense qu'on peut y consacrer une vie et plusieurs vies. Moi, je ne peux pas avoir cette prétention-là, entre guillemets. La seule chose dont j'étais assez sûre, c'est que le film, je voulais le placer dans cette filiation de cette tradition littéraire. C'est-à-dire, je me suis dit, en fait, il y a eu toute une tradition littéraire qui existe depuis très 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 longtemps, qui a toujours existé, qui existe encore un peu en littérature arabe aujourd'hui. Il y a beaucoup de textes très érotiques qui émanent du monde arabe aujourd'hui dans la littérature contemporaine. Et par des femmes. Et par des femmes beaucoup, et même dans les pays même dont on ne s'attend pas à ce qu'ils émanent ça. Voilà, exactement, énormément. En Égypte et tout ça. Et du coup, je me suis dit, mais le cinéma, c'est plutôt absent de cette tradition-là, tu vois. Donc, j'avais envie de placer le film dans cet héritage-là et dans cette tradition-là. C'est un peu paradoxal parce que le film, il est en français, de par la problématique de Ahmed et tout, mais quand même de se placer là-dedans et donc de chercher aussi une manière de l'imbiber d'érotisme, d'avoir des moments comme ça très érotiques, très sensuels, mais dans une revendication, dans une filiation par rapport à ces textes. Donc j'étais plutôt dans la filiation et dans la proposition d'une fin qui est différente, mais qui serait la mienne, qui n'a pas prétention à résoudre des problèmes littéraires. C'est ça. Voilà. Mais je te pose la question parce qu'on ne peut pas ne pas y penser. Quand on sait qu'il a été question, je montre les livres d'abord, Cheikh Nafzaoui, on a dit, c'est le 15e siècle.
Majnoun, c'est plutôt le 7e, parce que Majnoun, c'est entre l'histoire et la légende. Hein. Majnoun, en fait, il y a une légende avant l'islam qui a circulé, mais qui n'a pas été écrite. C'est ça. Et il a été écrit dans un livre seul, parce qu'il était fil kitab al-Arani, le livre des chants, mais il était dans un livre tout seul, uniquement au XIIe siècle, en perse. Donc c'est ce que dit la preuve, qu'il a été écrit au XIIe siècle, mais en fait il préexistait. Sauf que le seul recueil qu'il y a, où il n'y a que ça, c'est le XIIe, donc c'est un peu... Oui. Enfin, c'était rapide. Enfin, on reviendra à la prof. Je n'étais pas très convaincue par cette prof, par ce personnage. Mais bon, tu vas me dire. Et juste pour la petite histoire, Le Jardin parfumé a été retraduit et réédité dernièrement avec le titre La Prairie parfumée. C'est ça, oui. Donc maintenant, on peut le trouver. Oui, parce que c'est ça. Enfin, en fait, mais la traduction Prairie parfumée, le livre, il est moins bon. Oui, c'est pas une bonne traduction. Même le livre, il est édulcoré. Ça réfère aussi au paradis, au jardin d'Éden, quoi. Oui, le jardin. Bon. Mais parce que donc je disais, Majnoun, en fait, ce grand livre qui s'appelle Les Chants, qui est l'un des plus grands livres, des livres les plus importants de l'histoire de la littérature arabe, qui est un recueil de poésie et de chants, tu vois. On parle longuement et vraiment de façon très très intéressante du personnage, comment il est devenu fou, vraiment, il est devenu fou, il vit avec les animaux dans la nature, etc., dans le désert. Donc ça, c'est vraiment ancien, quoi, entre l'histoire et la mythologie, au point que certains vers, on pense que certains vers ne sont pas de lui, etc. 7e, 8e siècle. Ibn Arabi, c'est le 12e siècle. On est le 12e siècle. C'est un écrivain, poète, théologien, un maître, le grand maître, c'est comme ça. Le Cheikh al-Akbar, c'est le grand maître des soufis, très connu, beaucoup traduit, très prisé en Occident depuis longtemps. Ibn Hazm, qui est aussi, on considère que c'est l'ouvrage sur l'amour le plus important dans l'histoire de la littérature, parce que c'est vraiment sur l'amour, hein, le collier de la colombe, c'est le XIe siècle. Oui. Donc, voilà. Donc, les références couvrent tout le spectre de l'histoire de la littérature. C'est pour ça que je posais la question, parce que voilà, c'est des gens différents aussi. Oui, ils sont très différents. C'est très différent. Majnoun Layla, c'est vraiment le fou d'amour, quoi, de sa cousine, quoi, qui n'a pas pu épouser parce qu'il a enfreint une règle, en fait. C'est tout simplement, hein, parce qu'il en a parlé avant. Il se trouve que dans la littérature, dans la tradition arabe, quand on aime une fille, il ne faut pas le dire avant de se marier, parce que si tu le dis, c'est encore plus grave quand tu le dis dans la poésie, c'est fini. Et effectivement, il a été condamné, on l'a épousé, enfin on l'a marié à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc ça, c'est un type de littérature. Hein, c'est vraiment. Il n'avait pas tort lui, le jeune, parce que lui, il privilégie cette fin-là, c'est-à-dire quand son mari il est mort, il dit maintenant je suis à toi, il dit non, mais ça marche pas, parce que son amour il l'a cultivé. Oui, tu vas me détourner de Layla. Layla va me détourner de l'amour de Layla. Qu'il a aimé, c'est une Layla interdite. Quoi. Oui. Voilà. Et le Ibn Arabi, c'est vraiment tout à fait autre chose. C'est un ouvrage parce qu'il a écrit plus de 400 livres, hein, Ibn Arabi. Et le livre qu'il a écrit, c'est un livre qu'il a fait à l'occasion d'un pèlerinage. Il a rencontré une femme là-bas, très belle, très 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 belle femme, et savante aussi, hein, lettrée, dont il était amoureux. Il a écrit beaucoup de poèmes. Ça n'a pas été bien perçu. Et donc il a dû s'expliquer. Il a écrit un autre livre pour dire ouais, je parle de Dieu, etc. Il n'avait pas tort, hein, parce que pour lui, de toute façon, l'amour. Mais c'est très physique aussi. Oui, hein, c'est très physique. Voilà. Et donc je me dis que s'il y a toutes ces références, c'est bien parce que cette question-là aussi est une question importante dans le film. C'est pour ça. D'autant plus que là, tu vas me dire ce que tu en penses. Elle lui dit à un moment donné, précis, au garçon, je veux t'aider. Elle lui dit, moi je veux t'aider. Donc moi, je lui dis, ça veut dire quoi ça? Quand on est amoureux de quelqu'un, on lui dit, quand on est amoureux de quelqu'un, on lui dit pas je veux t'aider. Je veux dire, c'est comme D'ailleurs, il le prend très mal. Ouais. C'est marrant, cette phrase, cette réplique, elle a suscité énormément de débats dans des débats en Tunisie.
avec des spectateurs hommes. Oui. Parce qu'il y a un spectateur qui a dit, mais elle dit qu'elle va l'aider, mais elle est perverse, c'est pas normal, et puis c'est l'anti-amour, etc. et tout. Mais pourquoi pas se faire... Non, mais moi je ne le dis pas dans cette Je perspective-là. sais. Non, je l'entends toujours dans la perspective de Ahmed Farah et toi. C'est-à-dire que Farah, elle a senti chez Ahmed que ça bloquait, et elle a senti un potentiel, comme elle dit à un moment, elle distribue des points, et donc elle a envie elle sent son blocage, sa résistance, et elle a envie de le faire évoluer, de le libérer, en fait. Elle a envie de le libérer, de l'émanciper de ce blocage, et donc en ça de l'aider. Et moi, j'aime bien l'idée d'accepter qu'un homme peut, en tout cas dans cette représentation qu'est ce film, peut être accompagné, guidé vers la libération physique, corporelle et sentimentale par une femme, qu'elle soit une sorte d'initiatrice ou de guide sensuel. Comme son copain africain noir. Là, avec Léa, avec Léa qui va... Saïdou. Oui, Saïdou. Oui. Qui est, lui, très contente de se faire guider. Oui, il lui dit, elle me fait des bisous, etc. Elle a l'habitude et tout. Et oui, c'est ça. Et du coup, voilà, de proposer aussi que, encore une fois, ce personnage qui est perçu comme un homme maghrébin, même si en fait il est français dans ce film, il puisse être, qu'il accepte et qu'il puisse être guidé par une femme en fait, voilà, c'est juste ça. En fait, aider, après lui il le prend mal et c'est normal parce que c'est un peu, voilà, c'est un rapport du coup pas très égalitaire à cet endroit-là, mais finalement c'est le cas. Elle l'accompagne, en tout cas, peut-être le mot, par elle, est maladroit. Mais non, moi je ne dis pas qu'elle est maladroite, je dis qu'est-ce que ça signifie dans le film, voilà, je veux dire. Oui. C'est pour ça que je parlais de littérature, de régler un problème littéraire. C'est ça, parce que tout ça, c'est des hommes qui nous parlent, tous ces textes de femmes. Et donc, mais les femmes, peut-être qu'elles... si elles avaient pris la parole, elles auraient aussi eu un regard. Peut-être qu'il y en a qui ont pris la parole d'ailleurs, mais on ne le sait pas. On n'a pas ces textes. Mais voilà, oui, je trouvais ça important d'avoir cet espace-là, cet espace de peut-être d'inversion par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, quoi. C'est toujours, c'est souvent dans les représentations l'homme qui fait accéder la femme à un monde, voilà, à l'univers du désir. Et là, alors que c'est pas justifié. Oui, bien sûr. Que l'inverse est tout à fait possible et plausible. Et même et fréquent. Fréquent, bien sûr, oui. C'est très, très fréquent. Mais ce n'est pas forcément celle qu'on aime qui va faire ça. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça aussi, d'où aussi un peu le titre, c'est-à-dire à réconcilier l'amour et le désir. Parce qu'il y a Karim, le copain un peu figure du grand frère, qui lui est dans un rapport à l'amour pur, où sa femme, on la touche pas. Celle qu'on épouse, on parle pas de chair d'elle. Tu vois, quand ils font des blagues, ils disent non, tu parles pas d'elle, tu respectes. Elle est liée à une forme de respect. Et puis par contre, Saïdou, lui, il est plutôt dans le désir, donc il est dans le rapport au corps, mais il ne parle pas d'amour. Et du coup, comment aussi réconcilier les deux? Et Farah, justement, pour Ahmed, elle est à la fois... source d'amour et de désir en fait. Et peut-être que Ahmed, s'il avait aucun désir physique pour Farah, ça serait peut-être plus simple. Et au contraire, s'il avait que du désir physique sans ressentir, ça serait aussi peut-être plus simple. Sauf que là, c'est les deux et voilà, il faut aussi résoudre des problématiques d'accepter d'avoir du désir physique pour les gens dont on est amoureux. C'est ça. Oui. D'ailleurs, non, mais parce que c'est vraiment la question qu'a provoqué, c'est la polémique a provoqué le débat qu'a provoqué le livre de Cheikh Nefzaoui, puisque lui, il parle de la sexualité, parce que la sexualité, évidemment, lui, il l'envisage que dans le cadre, évidemment, du mariage. Ça, il n'est pas question de parler de ça avant ou en dehors. Mais, chemin faisant, à mesure qu'il avance, en fait, on se rend compte que ce qui est important dans le livre, c'est beaucoup le désir dans son livre. Quand il explique la sexualité, comment se faire mutuellement
Oui, et les préliminaires, par exemple. Voilà, que oui, il parle des préliminaires, il parle comment faire plaisir à son partenaire, à sa partenaire, etc. Ça, j'ai découvert après le film que, quelqu'un m'a dit, et je pense que c'est juste, c'est que, en fait, là où dans la tradition judéo-chrétienne, il n'y avait aucune place pour les préliminaires, et c'est quelque chose qui n'est jamais abordé, en fait, la culture arabe et musulmane est baignée des préliminaires, et aussi une autre chose qui est très importante dans le jardin parfumé, et qui est très importante pas dans les Majnoun et tout ça, mais dans l'autre pan, c'est la jouissance féminine. C'est que un des jeux principaux du jardin parfumé, c'est donc les préliminaires en vue de donner du plaisir à la femme. Et donc il y a le plaisir qui est omniprésent et qui est très important. Et ces manifestations. Et tout, en fait, ça a des recettes, des machins, des trucs, mais tout, c'est pour atteindre l'orgasme féminin. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement moderne par rapport aux écrits équivalents. Il n'y avait pas d'équivalent déjà. Et là où on en était dans d'autres cultures, quoi. Oui, tout à fait. Donc mon film, c'est des préliminaires. C'est un film, c'est sur le désir retenu. En tout cas, le film, quand même, l'enjeu principal, c'est ce désir qui traverse le film et qui prend son temps, quoi. Oui, et la question, effectivement, alors pour revenir à la question, parce que moi je pense que c'est un film aussi très social, même si toi tu... mais je sais, mais c'était... Est très social et qui nous parle, puisqu'il est question de banlieue, il est question de questions ethniques, de sociales, etc. Ce garçon qu'on voit chez lui, enfermé, se masturber devant une image, etc., on ne peut pas dire que c'est un garçon qui n'a pas de désir. En tout cas, il a des pulsions. Il a une pulsion même très forte, quoi. Son problème, c'est que son désir, il est bloqué. Voilà, il est bloqué, il est, on va dire, onaniste. Il n'est pas extériorisé. En tout cas, il ne va pas avec l'amour. Et je me dis que c'est là où se pose aussi la question politique. Moi, je vois ça aussi comme ça. C'est-à-dire que ce que tu cherches à réconcilier, en fait, dans le film, c'est ça. C'est-à-dire le désir et l'amour, c'est-à-dire le désir onaniste, fermé, narcissique, avec un désir de l'autre, de l'autre amoureux ou amoureuse. Et ça, c'est un problème aussi de société, je veux dire, d'intégration dans la société. Quand on s'enferme, on ne regarde que soi, on ne travaille qu'avec soi-même, alors qu'on est avec les autres, c'est qu'il y a comme une fracture. C'est le titre d'un film d'ailleurs, une fracture dans la personnalité, et c'est ça qui est à régler. Mais cet aspect-là, comment tu l'as traité? On le voit, on le sent, mais on ne le voit pas beaucoup. Oui, il est un peu... on le voit quand il est avec ses... En fait, c'est très construit, mais c'est pas de côté, mais ça... c'est des outils de construction du personnage, quoi. Mais j'ai gardé toujours le cap de l'intime qui est au cœur du film, de l'amour, du désir, et tout ça existe. Tout le contexte, le côté social, tout ça existe très fort dans le film parce que c'est vraiment là, c'est présent, ça nourrit les personnages, mais je l'ai utilisé plutôt comme quelque chose pour nourrir les personnages. Donc je l'ai quand même construit, beaucoup réfléchi, travaillé, recherché aussi énormément, recherché et cherché à être au plus juste tout le temps. Vraiment, j'ai vraiment été très très attentive à être au plus juste tout le temps, à y croire, à être à pas tomber dans le cliché, même dans la périphérie. C'est vrai que j'ai un souci très très important du détail et de la justesse du détail tout le temps, que ce soit même dans la décoration de l'appartement, de la construction des parents et des personnages secondaires. Qui sont des vecteurs essentiels. Sa sœur, par exemple, à lui, elle est extrêmement... Bon, on ne va pas, parce qu'on va quand même... ça peut continuer, puisqu'on va continuer. Oui, parce que le film est très dense, en fait. En fait, il est très simple et très dense. Voilà, pour les 10 ou 15 minutes qui nous restent, un peu plus, donner la parole peut-être aux personnes qui sont présentes ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Ça tombe bien parce que justement, je voulais parler du personnage de la sœur. Tu viens de la citer. Elle est importante aussi dans l'évolution du personnage, je trouve, parce qu'au début, c'est lui qui essaie d'avoir quelque part la main sur sa sœur, c'est-à-dire il doit lui dicter sa conduite, etc. Et puis vers la fin du film, je vais revenir sur une phrase dont vous avez parlé, je peux t'aider. Elle prononce exactement la même parole, évidemment pas sur le même terrain, hein, c'est pas sur le terrain de débloquer au niveau du désir, etc. Mais je peux t'aider à sortir de l'état où tu es, où tu n'arrives plus à avancer. Et ça rejoint aussi la question dont tu parlais, Tahar, sur les rapports entre Leïla Bouzid et ses personnages. C'est-à-dire que, quelque part, la femme est là aussi est forte et peut aussi aider l'homme. Oui, il y a cette idée dans le film que les hommes, déjà, en fait, bon, voilà, ces dernières années, on parle beaucoup de l'évolution du féminin, de la révolution féminine, enfin, la prise de parole des femmes, et bien sûr, j'adhère plus. Mais en fait, là-dedans, il faut aussi accorder un espace de renouvellement au masculin, en fait. Et tout se fait comme si, en fait, il y avait une trajectoire d'émancipation très forte à vivre pour les femmes, qui est claire et nette, etc. Mais en fait, il y a aussi une trajectoire d'émancipation masculine qui est de se libérer d'une image de la virilité exacerbée, de se libérer d'une forme de masculinité qui n'accepte pas le doute, qui n'accepte pas la fragilité, qui n'accepte pas justement que, je sais pas, dans les rapports de couple, qu'une femme fasse le premier pas. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait à renouveler. Donc le film déjà, il part de cet endroit-là de dire ok, il faut pas qu'on se dise okay, la femme va s'émanciper et l'homme n'a rien à émanciper. Il a énormément de choses à émanciper, mais c'est pas la même forme. Et comme le dit à un moment Ahmed dans le film, c'est pas facile pour les hommes, mais ça se voit moins. Mais il y a une problématique très forte. Et là-dedans, dans ce film, c'est les femmes qui permettent à l'homme de le faire. Et Ahmed, il essaye de jouer un rôle en fait au début du film. Il essaye d'avoir une emprise sur sa sœur, poussé par une forme de pression des copains, des codes de la banlieue. Mais sa sœur, elle le connaît, elle le voit très bien. Et en effet, pour une fille, les filles en cité, elles sont forcément très fortes parce qu'elles sont tout de suite dans une forme de résistance qui est beaucoup plus extérieure et immédiate. Si elles veulent vivre, elles sont déjà dans les résistances. Donc en ça, c'est presque plus facile. Parce que les hommes, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas besoin de résister. Et donc, du coup, ils ne sont pas en résistance. Du coup, c'est plus passif, c'est plus compliqué. Et donc, on a cette fille qui est très forte de la sœur. Moi, j'adore ce personnage et je pensais, et elle est assez aussi inattendue. Mais les filles comme ça, en banlieue très fortes, il y en a plein parce qu'elles sont tout de suite dans un truc où elles doivent s'imposer. Et donc, elle a des choses à apprendre à son frère, quoi. Et elle le dit. Et puis j'aime beaucoup parce qu'aussi, ça évite le déterminisme familial. C'est-à-dire, c'est pas parce que Ahmed est timide, introverti, etc., que sa sœur va l'être exactement pareil. Au contraire, et c'est souvent le cas dans des fratries, elle est complètement à l'opposé. Elle est très, très extravertie. Et on sent qu'elle vit sa vie de manière plus libre, qu'elle gère beaucoup mieux. Et voilà, après tout ça est assez construit par rapport au rapport aux parents. On peut imaginer que le père a transmis beaucoup de choses à son fils, qui lui a lu des histoires, qui lui a parlé arabe petit, chose qu'il a probablement pas du tout fait avec la petite sœur. Et donc il a aussi transmis une blessure, une douleur, des choses à son fils aîné qu'il a probablement pas transmis à la petite sœur, quoi. D'autres... Je voulais juste dire justement, moi j'ai beaucoup aimé dans le film justement toute cette approche du regard sur les hommes. Je trouvais ça nouveau, enfin, quelque part, au-delà de la question identitaire ou sociale, c'était plus quelle relation peut se nouer entre un homme et une femme et quel est le regard qu'on porte sur les hommes. Et voilà, j'ai trouvé ça audacieux finalement et rare d'avoir justement ces plans que vous évoquiez au début, très sensuels. Et c'est sans être pour autant un homme-objet, à un moment donné, il est en fait,
tout simplement, et c'est rare de le montrer comme ça. Et donc je trouvais que c'était une piste intéressante, très féministe, du coup, qui fait écho à toute une série de discours. Et du coup, moi, j'y vois quelque chose d'aller vers des possibles, justement, dans les modes de relation. Et ça ne s'arrête vraiment pas à la question identitaire, justement, c'est que c'est très universel, finalement, ça nous parle, je pense, quel que soit l'âge et quels que soient les milieux, finalement, ça libère voilà. En fait, cette problématique-là, pour moi, elle est le point de départ du film. Hein. Elle était le point de départ du film et elle est plus fondamentale dans le film que la question identitaire qui s'est développée, etc., et qui est très importante. Mais c'est d'abord et avant tout une histoire d'amour entre un jeune homme timide et une jeune femme plutôt extravertie et avec l'envie très très forte en effet d'érotiser le corps masculin. Et ça, c'était quelque chose de fondamental dans le projet. La première fois que j'ai rencontré l'acteur, je lui ai dit, voilà, mon projet, c'est d'érotiser le corps masculin parce que ça me manque, en fait. Ça me manque, ça n'existe pas. Tout se joue dans toute l'imagerie qui nous entoure, qui nous envahit de partout, comme si le corps féminin était un corps... l'apanage de la sensualité et que le corps masculin... était, je sais pas, pas beau, ou je sais pas. Enfin voilà, il y avait quelque chose que j'avais envie et qui était très fort dès le départ et qui était vraiment au cœur du projet et de l'envie, du désir de cinéma. Et c'est ce que je filme en fait en permanence. Il y a plein de... Voilà, il y a cette scène de douche dont on a parlé, il y a des rêves, il y a des choses, mais le projet c'était donner de la chair, de la sensualité très très forte à Ahmed et voilà le sublimer quelque part et voilà par là réinterroger un peu la masculinité quoi. Je voulais poser une question pas sur les personnages mais sur la bande son. J'ai trouvé la bande son très très intéressante, faite de contraste par rapport à ce qu'on voyait, mais donnant des couleurs. Donc j'aimerais bien que vous nous parliez de la bande-son. Vous parlez de la musique, la oui. bande-son, la musique. Ouais. Oui, alors il y a plusieurs choses dans la musique. Il y a un saxophone qui est la musique originale du film, qui a été composée pour le film, qui est un saxophone un peu expérimental, un peu dissonant, très sensuel aussi et instrumental. Et pour moi, c'était une voix intérieure d'Ahmed. C'était un point d'accès au personnage d'Ahmed et une manière d'accéder vraiment à ce qu'il ressent. En plus, c'est un saxophone qui est joué avec des cris. Le saxophoniste qu'on aperçoit à un moment crie dans le film. Et donc moi, je voulais dès le départ qu'il y ait une musique assez instrumentale d'abord et comme ça qui nous donne accès au personnage. Et je réfléchissais à un instrument et par ailleurs dans le scénario, il y avait 3 moments musicaux que rencontrent les acteurs qui sont donc ce saxophoniste, puis le concert de Ralia Ben Ali, puis la Darbouka, et c'était des moments en direct, quoi, et où ils assistent à un moment musical en direct. Et c'est en commençant à chercher le saxophoniste et en me rapprochant d'un ami dont je connais un peu le travail, en lui demandant s'il avait un morceau à jouer qu'il avait composé. Il m'a envoyé le morceau qu'il y a dans le film et à partir de là, j'ai dit mais en fait, il faut qu'on essaye que ce soit la musique d'Ahmed. Mais c'était un parti pris très fort, donc on n'était pas sûrs tous les deux que ça marche et il a commencé à composer des choses. Et à partir de là, on a trouvé le thème d'Ahmed et petit à petit, on a monté avec cette musique-là qui est très particulière. Donc ça, c'est un pan très important qui est vraiment, pour moi, construit le personnage d'Ahmed. C'est un élément fondamental pour le rendre organique, vraiment organique. Et après, il y a tout un travail de musique additionnelle sur des musiques arabes.
Et c'est pas traduit les paroles parce que ça aurait été un peu lourd, mais Ghalia Ben Ali, quand elle chante le concert, c'est Ibn Arabi. Elle chante un poème de Ibn Arabi qu'elle a mis en musique. Donc c'est encore une interférence de la poésie. Et c'est une manière aussi de faire rencontrer Ahmed à un monde arabe contemporain très moderne et très musical qui existe aujourd'hui. Il y a deux moments, il y a des extraits sonores de début de chansons d'un groupe qui s'appelle Alif, qui est le musicien dont fait partie le musicien qui a fait la musique de mon premier film. Donc ça, je les avais déjà écrits dans le scénario, mais Alif, si on écoute leur album, ils ont fait un seul album, c'est que de la poésie. Donc là, dans le film, c'est que des morceaux sans paroles, mais c'est des morceaux magnifiques. Et voilà, il y a la Darbouka. Donc il y a une espèce de cosmogonie. Et puis il y a un morceau du Nouvel An qui est aussi une chanson qui est un remix, mais où il y a une chanteuse en arabe qui dit « Je suis une fille arabe, je t'aime depuis longtemps ». Enfin, c'est complètement raccord avec le film. Presque, c'était pas possible de traduire parce que d'abord, on aurait été moins dans les sensations et plus dans le texte, et que ça aurait été un peu dense pour le film. Mais c'est vrai que j'étais très attentive à cette dimension musicale, et on fait un premier film qui était très musical. Voilà, j'avais envie d'une bande-son qui envoie, quoi. Et voilà, ça s'est construit comme ça. Tout va bien. Juste rebondir effectivement sur le morceau saxophone dans la rue, c'est un moment fort. Ça m'a ramené à l'origine du free jazz. Les premiers disques d'Albert Heller, c'est des cris avec le saxophone. C'est vrai que c'est étrange, mais oui, vous avez parfaitement réussi. Oui, en fait, Ahmed, il a des formes de cris intérieurs, quoi. Et cette musique-là l'incarne parfaitement. Et oui, je pense que théoriquement, c'est pas là où on aurait été, mais vraiment, je pense que c'est la musique la plus juste pour le film. Elle apporte une dimension très très importante. Le film ne serait pas le même sans cette musique, je pense. Vous avez un ami merveilleux. C'est la première fois qu'il compose une musique de film, et c'est un ami de longue date. Il est très doué et j'espère qu'il va en composer d'autres. Ouais. Il a fait la musique aussi du générique de fin, qui est très différente, plus apaisée et tout, qui est très très belle aussi. Merci. Ben, on n'a pas encore beaucoup de temps, peut-être encore maximum 10 minutes, mais un personnage dont on n'a pas beaucoup parlé, comme tous les personnages secondaires, porte beaucoup de choses, quoi. Moi, je trouve que les personnages secondaires sont trop secondaires dans le film par rapport à ce qu'ils sont, quoi, je dis. C'est le père. Et cette bibliothèque fermée, parce que je trouve, c'est ça le sens de tout le film, je trouve, enfin, et du blocage de ce garçon. Il y a une bibliothèque chez lui. Elle existe. Enfin, il y a son père déjà, hein, qui est déjà lui-même... qui existe. Qui existe avec son histoire. Puisque même Paris, il connaît tellement de choses. Et puis, tous ces livres dont il ne lui a jamais parlé. Et moi, je trouve ça vraiment tellement important que je ne suis pas déçu, mais que je suis frustré, quoi. Je me sens frustré. Mais ça prend une importance énorme dans le film, oui, parce qu'en plus, c'est parce que quasiment... il y a aussi toute l'histoire de l'Algérie qui rentre comme ça et qui a envie de s'exprimer et que je sais comment c'est arrivé ça? Comment tu l'as parce que en fait, on t'a pas non plus posé la question de l'écriture du scénario parce que tu n'as pas écrit toute seule. Si, j'ai écrit toute seule. Non. Et Chambon aurait fait quoi? Non, c'est une consultation. Non, c'est. C'est juste une consultation. Non, parce qu'elle a travaillé avec toi aussi sur le premier. C'est ma co-scénariste du premier film, mais là, c'est vraiment non, je l'ai écrit toute seule. Et donc, ce personnage, tu étais bien consciente qu'il porte quand même quelque chose de très très lourd, le père. Oui. Oui. En fait, c'est... Bon, je me suis forcément interrogée en m'intéressant à Ahmed, d'où vient son amour de la littérature, comment il s'est mis à lire, etc.
assez vite est venu, dès le départ, assez vite, ce personnage du père, d'un père mutique. C'est vrai que bon, il y a déjà, dans À peine j'ouvre les yeux et aussi dans Zacharie, un rapport à la filiation, à des transmissions qui se font à l'envers, dans les silences, etc. C'est vrai que même À peine j'ouvre les yeux, à la fin, il y a une très grosse séquence de dialogue entre la mère et la fille. Là, c'est presque le pendant de ça. Donc bon, ça, c'est des choses que je travaille, je ne sais pas de manière consciente, mais c'est des choses qui m'intéressent, entre guillemets, qui m'habitent, indépendamment des analyses. Mais voilà, j'avais envie de proposer déjà un personnage de ce père qui est omniprésent dans cette maison, qui ne fait rien, qui est dans une forme de dépression et qui est même dévalorisé par rapport au regard de ses enfants. C'est-à-dire que ses enfants, plus ou moins, le méprisent, quoi. Ils n'ont pas de respect vraiment vis-à-vis de lui. Peut-être un peu plus Ahmed que la petite sœur Dalil, mais quand même, il est là, il fait rien et tout ça. Et que ce père va petit à petit se mettre à parler, au contact aussi de Farah, parce que d'un coup, Farah arrive dans cette maison. Et parfois, dans des maisons, dans des lieux familiaux qui sont un peu figés, d'un coup, que quelqu'un vienne interroger une personne à qui on ne pose plus de questions parce que c'est comme ça, ça révèle. Il y a un peu le côté Tunisie, Algérie entre Farah et le père, en fait. Parce que parfois, les gens parlent du film, disent « Ah, c'est de la Tunisie et l'Algérie, Ahmed Farah ». Non, Ahmed, il est français. Mais par contre, le père, il est algérien. D'un coup, il y a un dialogue entre une Tunisienne et un Algérien, mais c'est le père. Et donc, d'un coup, le père parle. D'un coup aussi, tout ce qui s'est passé avec le Hirak en Algérie et tout, le père est en train de s'éveiller parce que c'est quelqu'un qui a complètement perdu espoir. Et en ça, il y a un tout petit peu des choses d'À peine j'ouvre les yeux. Que d'un coup, ils se disent, tiens, il se passe quelque chose et ça l'intéresse. Voilà, il regarde en fait tout le temps France 24 en arabe. Donc il est comme ça. Et en fait, il est fondamental dans la trajectoire d'Ahmed parce que j'ai cette idée comme ça qu'il y a une nécessité de transmettre, de mettre des mots sur les blessures, de mettre des mots sur les silences. Et donc, il y a une sorte de visa paternel pour que Ahmed finalement aille au bout de cette quête et aille vers Farah dans la scène finale. Il a besoin de passer par le père. Et après, il y a quelque chose qui est très simple et qui est très concret, qui est cette lettre qu'il reçoit en arabe et que le sésame, pour la lire, en fait, est là, devant ses yeux. Donc, et ça permet ça... Pour moi, le père, il incarnait aussi la recherche identitaire de Ahmed, quoi. Et le pan... C'est le traducteur qui ne traduit pas, quoi. Le traducteur dont on a besoin. Oui. Ouais, parce que la traduction, c'est la solution. Enfin, ça nous ramène à d'autres débats très importants. En tout cas, je pense que... Parce que là, on a un débat à avoir. Je crois que c'est un film qu'on recommande vraiment à voir et un débat à continuer. C'est un film de discussion, de débat. Merci Leïla d'avoir accepté de participer à cette première rencontre. Merci à vous, toutes et tous. Je rappelle juste que samedi, en rapport avec le film, le festival organise un récital de poésie amoureuse arabe à la médiathèque de la ville d'Apt et ce sera à 15h avec des lectures en arabe, des lectures en français et un musicien. Voilà. C'est super. Voilà. Et merci de nous avoir donné aussi cette occasion d'ajouter une autre activité à notre festival. Merci beaucoup. Merci.